de la mécanique de la poésie qui ne regarde les mots que comme de simples sons, avantage des poètes qui ont composé en latin sur ceux qui composent en français. Comme la poésie du style consiste dans le choix et dans l'arrangement des mots, considérés en tant que les signes des idées, la mécanique de la poésie consiste dans le choix et dans l'arrangement des mots, considérés en tant que de simples sons auxquels il n'y aurait pas une signification attachée. Ainsi, comme la poésie du style regarde les mots du côté de leur signification, qui les rend plus ou moins propres à réveiller en nous certaines idées, la mécanique de la poésie les regarde uniquement comme des sons plus ou moins harmonieux et qui, étant combinés diversement, composent des phrases dures ou mélodieuses dans la prononciation. Le but que se propose la poésie du style est de faire des images et de plaire à l'imagination. Le but que la mécanique de la poésie se propose est de faire des vers harmonieux et de plaire à l'oreille. Leurs intérêts seront souvent opposés, me dira-t-on. J'en tomberai d'accord et qu'il faut encore être né poète pour les concilier. Ce que je pourrais avoir à dire de nouveau sur la mécanique des vers français se trouvera dans le parallèle que je vais faire de la langue latine avec la nôtre, pour montrer l'avantage que les poètes latins ont eu sur les poètes français en cette partie de l'art poétique. Il est bon de prouver en forme, une fois que ceux qui soutiennent que la poésie française ne saurait égaler la poésie latine, ni dans la poésie du style, ni dans la cadence et l'harmonie des vers, n'ont point de tort. Ainsi, après avoir fait voir que le latin est plus propre à faire des images que le français, à cause de sa brièveté et de l'inversion, je montrerai encore par plusieurs raisons que celui qui compose des vers en langue latine a des facilités pour faire des vers nombreux et harmonieux, que n'a point celui qui compose des vers en langue française. Le latin est plus court que le français géométriquement parlant. Si certains mots latins sont plus longs que les mots français qui leur sont synonymes, il est aussi des mots franciques qui sont plus longs que les mots qui leur sont relatifs en latin. En compensant les uns par les autres, le français n'a rien à reprocher au latin à cet égard. Mais les latins déclinent leurs mots, de manière que la désinence ou la terminaison seule du nom marque le cas où il est employé. Quand on trouve dans une phrase latine le mot dominus, on connaît par sa désinence s'il est au génitif, au datif ou à l'accusatif. Le latin dit domini au génitif, dominum à l'accusatif. On connaît encore par la désinence s'il est au pluriel ou bien au singulier. Si quelques cas ont la même terminaison, le régime du verbe empêche qu'on ne s'y méprenne. Ainsi, les latins déclinent leur nom dans le secours des articles le, du, que nous sommes obligés d'employer en déclinant les noms français parce que nous n'en changeons pas la désinence suivant le cas. Il nous faut dire le maître, du maître, au maître. Le latin conjugue encore ces verbes comme il décline ces noms. La désinence marque le temps, la personne, le nombre et le mode. Si quelques désinences sont semblables, le sens de la phrase lève l'ambiguïté. À 12 ans, on ne s'y trompe pas, et à 14, on n'hésite plus. On ne conjugue en français la plupart des temps des verbes qu'avec le secours de deux autres verbes, que pour cela même nous appelons des verbes auxiliaires, savoir, le verbe possessif avoir et le verbe substantif être. Si les latins étaient obligés de s'aider d'un verbe auxiliaire pour conjuguer quelque temps du passif, nous sommes presque toujours obligés d'y en mettre deux. Pour rendre amatus fui, il faut que nous disions j'ai été aimé. Il est encore nécessaire pour conjuguer les verbes français que nous nous aidions de l'article je, tu, il et du pluriel de cet article, et nous ne pouvons pas encore supprimer la préposition, comme les latins le faisaient presque toujours. Le latin dit bien illum ense occidit, mais pour dire tout ce qu'il dit en trois mots, il faut que le français dise il tua avec une épée. Ainsi, il est aussi clair que le français est plus long essentiellement que le latin, qu'il est clair qu'un cercle est plus grand qu'un autre, lorsqu'il faut une plus grande ouverture de compas pour le mesurer. Si l'on allègue qu'il se trouve des traductions latines plus longues que les originaux français, je répondrai que cette excédence de la traduction arrive ou par la faute du sujet qui est traité dans l'original, ou par la faute du traducteur, mais qu'on n'en saurait rien conclure contre la brièveté du latin. En premier lieu, un traducteur en latin qui sait mal cette langue, ne rencontrant point assez tôt le mot propre pour signifier le mot français qu'il veut rendre, au lieu de le chercher dans un dictionnaire, prend le parti d'en exprimer le sens par une périphrase. C'est ainsi que les thèmes des écoliers sont souvent plus longs que les discours français que le régent leur a dictés. En second lieu, il arrive que le traducteur latin
latin d'un historien français qui, pour faire le détail d'un siège, d'un combat naval ou d'une séance du Parlement, a eu sous sa main, sous les termes propres qui sont nécessaires à sa narration, ne peut trouver des mots synonymes dans la langue latine, comme les Romains ne connaissaient pas les choses dont le traducteur doit parler. Les Romains n'avaient point de termes propres pour les signifier. Ils n'avaient point de mots propres pour dire un mortier et l'angle saillant d'une contre-scarpe. Parce qu'ils n'avaient pas ces choses-là, le traducteur est donc réduit à se servir de périphrases et à ne pouvoir rendre qu'en plusieurs mots ce que l'écrivain a pu dire par un seul mot. Mais cette prolixité n'est qu'une prolixité d'accident, comme serait la prolixité d'un Français qui traduirait le récit d'un repas donné par Lucullus ou la description d'un combat de gladiateurs, et qui par conséquent serait obligé de parler de beaucoup de choses qui n'ont pas de nom en notre langue. Ainsi, le latin est toujours plus court que le français dès qu'on écrit sur des sujets pour lesquels les deux langues sont également avantagées de termes propres. Or, rien ne sert plus à rendre une phrase énergique que sa brièveté. Il en est des mots comme du métal qu'on emploie pour monter un diamant. Moins on en met, plus la pierre fait un bel effet. Une image terminée en 6 mots frappe plus vivement et fait tout son effet que celle qui n'est achevée qu'au bout de 10 mots. Tous nos meilleurs poètes m'ont fort assuré que cette vérité ne serait jamais contestée par aucun écrivain sensé. Non seulement le latin est plus avantageux que le français par rapport à la poésie du style, mais il est encore infiniment plus propre que le français pour réussir dans la mécanique de la poésie, et cela par 4 raisons. Les mots latins sont plus beaux que les mots français à tous égards. Il est plus aisé de composer harmonieusement en latin qu'en français. Les règles de la poésie latine gênent moins le poète que les règles de la poésie française. Enfin, l'observation des règles de la poésie latine jette plus de beauté dans les vers que n'y en jette l'observation des règles de la poésie française. Exposons sommairement ces 4 vérités. En premier lieu, les mots latins sont plus beaux que les mots français à 2 égards. Les mots peuvent être regardés ou comme les signes de nos idées ou comme de simples sons. Les mots comme signes de nos idées sont susceptibles de 2 beautés différentes. La première est de réveiller en nous une belle idée. À cet égard, les mots de toutes les langues sont égaux. À cet égard, le mot perturbator, qui sonne si bien à l'oreille, n'est pas plus beau en latin que celui de brouillon en français. Il réveille la même idée. La seconde beauté, dont les mots sont susceptibles comme signes de nos idées, c'est un rapport particulier avec l'idée qu'ils signifient. C'est d'imiter en quelque façon le bruit inarticulé que nous ferions pour la signifier. Je m'explique. Les hommes se donnent à entendre les uns aux autres par des sons artificiels et par des sons naturels. Les sons artificiels sont les mots articulés dont les hommes qui parlent une même langue sont convenus de se servir pour exprimer certaines choses. Voilà pourquoi un mot n'a de signification que parmi un certain nombre d'hommes. Un mot français n'a de signification que pour ceux qui entendent cette langue. Il ne réveille aucune idée quand on ne le sait pas. Lorsque les hommes ont formé ces sons artificiels, toutes les fois qu'ils ont fait une nouvelle langue, ils ont dû, suivant l'instinct de la nature, faire ce que font encore aujourd'hui les hommes, qui ne sauraient trouver le mot dont ils ont besoin pour exprimer quelque chose. Ils se donnent à entendre en contrefaisant le bruit que fait la chose, ou en mettant le son imparfait qu'ils forment, quelque ton qui est le rapport le plus marqué qu'il soit possible avec la chose qu'ils veulent donner à comprendre, sans pouvoir la nommer. C'est ainsi qu'un étranger qui ne saurait pas comment le tonnerre s'appelle en français suppléerait à ce mot par un son qui imiterait autant qu'il serait possible le bruit de ce météore. C'est apparemment ainsi que les anciens Gaulois avaient formé le nom de coq, dont nous nous servons aujourd'hui dans la même signification qu'eux, en imitant dans le son le mot du mot le son du bruit que cet oiseau fait par intervalle. C'est encore ainsi qu'ils ont formé le mot de bec, qui signifie la même chose chez eux que chez nous. Ces sons imitatifs auront été mis en usage principalement quand il aura fallu donner des noms aux soupirs, aux rires, aux gémissements et à toutes les expressions inarticulées de nos sentiments et de nos passions. Ce n'est point par conjecture que nous savons que les Grecs en ont usé ainsi. Quintilien nous dit expressément qu'il avait fait, et il les loue de leur invention. La capacité d'inventer a été davantage accordée aux Grecs, qui n'ont pas hésité à créer des mots qui correspondent à certains sons et certains sentiments, avec la même liberté que celle dont avaient usé les premiers hommes pour donner leur dénomination aux choses. Or, les sons que ces mots imitent se trouvent être des signes institués par la nature même pour signifier les passions et les autres choses.
dont ils sont les signes. C'est d'elles-mêmes qu'ils tirent leur signification et leur énergie. En effet, ils sont à peu près les mêmes partout, semblables en cela aux cris des animaux. Du moins, si les sons par lesquels les hommes marquent leur surprise, leur joie, leur douleur et leurs autres passions ne sont pas entièrement les mêmes dans tous les pays. Ils y sont si semblables que tous les peuples les entendent, de sorte que, dans la si grande diversité des langues en usage chez tous les peuples et dans tous les pays, cela, les interjections, me paraît constituer le discours commun de tous les humains. C'est, s'il est permis d'user ici de cette expression, une monnaie frappée au coin de la nature et qui accourt parmi tout le genre humain. Il s'ensuit donc que les mots qui, dans leur prononciation, imitent le bruit qu'ils signifient, ou le bruit que nous ferions naturellement pour exprimer la chose dont ils sont un signe institué, ou qui ont quelque autre rapport avec la chose signifiée, sont plus énergiques que les mots qui n'ont d'autre rapport avec la chose signifiée que celui que l'usage y a mis. Un mot qui a naturellement rapport avec la chose signifiée en réveille l'idée plus vivement. Le signe qui tient de la nature même une partie de sa force et de sa signification est plus puissant et agit plus efficacement sur nous que le signe qui doit au hasard ou au caprice de l'instituteur toute son énergie. Les langues qu'on appelle langues mères, pour n'être pas dérivées d'une autre langue, mais pour avoir été formées du jargon que s'étaient fait quelques hommes dont les cabanes se trouvaient voisines, doivent contenir un plus grand nombre de ces mots imitatifs que les langues dérivées. Quand les langues dérivées se forment, le hasard, la condition des organes de ceux qui les composent, laquelle est différente suivant l'air et la température de chaque contrée, la manière dont se fait le mélange de la langue qu'ils parlaient auparavant avec celle qui entre dans la composition de la nouvelle langue, enfin le génie qui préside à sa naissance sont causes qu'on altère la prononciation de la plupart des mots imitatifs. Ils perdent ainsi l'énergie que leur donnait le rapport naturel de leur son avec la chose dont ils étaient les signes institués. Voilà d'où vient l'avantage des langues mères sur les langues dérivées. Voilà pourquoi, par exemple, ceux qui savent l'hébreu sont charmés de l'énergie des mots de cette langue. Or, quoique la langue latine soit elle-même une langue dérivée du grec et du toscan, néanmoins elle est une langue mère à l'égard du français. La plupart des mots français viennent du latin. Ainsi, quoique les mots latins soient moins énergiques que ceux des langues dont ils sont dérivés, ils doivent encore l'être plus que les mots français. D'ailleurs, le génie de notre langue est très timide et rarement il ose entreprendre de rien faire contre les règles pour atteindre des beautés où il arriverait quelquefois s'il était moins scrupuleux. Nous voyons donc que plusieurs mots qui sont encore des mots imitatifs en latin ne sont plus tels en français. Notre mot hurlement n'exprime pas le cri du loup ainsi que celui du lulatus dont il est dérivé quand on le prononce oululatus, ainsi que le font les autres nations. Il en est de même des singultus, gemitus et d'une infinité d'autres. Les mots français ne sont pas aussi énergiques que les mots latins dont ils furent empruntés. J'ai donc eu raison de dire que la plupart des mots latins sont plus beaux que la plupart des mots français, même en examinant les mots en tant que signes de nos idées. Quant aux mots considérés comme de simples sons qui ne signifieraient rien, il est hors de doute qu'à cet égard les uns ne plaisent davantage que les autres, et par conséquent que certains mots ne soient plus beaux que d'autres mots. Les mots qui sont composés de sons qui par eux-mêmes et par leur mélange plaisent davantage à l'oreille, doivent lui être plus agréables que d'autres mots où les sons ne seraient pas combinés aussi heureusement, et cela, comme je l'ai dit, indépendamment de leur signification. Osera-t-on nier que le mot de compagnon ne plaise plus à l'oreille que celui de collègue, bien que par rapport à leur signification, le mot de collègue soit plus beau que celui de compagnon? Les simples soldats, les ouvriers même, ont des compagnons, mais les magistrats seuls ont des collègues, car comme le dit Quintilien, en effet, de même que les syllabes formées à partir des lettres qui sonnent le mieux sont plus éclatantes, de même les mots formés de ces syllabes sont plus sonores, et c'est dans la mesure où elles ont plus de souffle qu'elles sont plus belles à entendre. Il y a plus de ces syllabes sonores dans compagnon que dans collègue, et l'un de nos meilleurs poètes est en même temps, c'est ce qui fait ici l'un de nos meilleurs constructeurs de vers, a mieux aimé se servir du mot de compagnon que de celui de collègue, en une phrase où celui de collègue écrit le mot propre, était le mot propre. Il s'est prévalu de la maxime de Cicéron, qui permet de sacrifier quelquefois la règle et même une partie du sens au charme de l'harmonie.
usage permet que l'on fasse des fautes de langue par souci de l'harmonie, dit-il, en parlant de quelques mots latins. Or, généralement parlant, les mots latins sonnent mieux dans la prononciation que les mots français. Les syllabes finales des mots, qui se font mieux sentir que les autres, à cause du repos dont elles sont ordinairement suivies, sont généralement parlant, plus sonores et plus variés en latin qu'en français. Un trop grand nombre de mots français est terminé par cet E que nous l'appelons féminin. Les mots français sont donc généralement parlants, moins beaux que les mots latins, soit qu'on les examine comme signes des idées, soit qu'on les regarde comme de simples sons. C'est ma première raison pour soutenir que la langue latine est plus avantageuse à la poésie que la langue française. Ma seconde raison est tirée de la syntaxe de ces deux langues. La construction latine permet de renverser l'ordre naturel des mots et de les transposer jusqu'à ce qu'on ait rencontré un arrangement dans lequel ils se prononcent sans peine et rendent même une mélodie agréable. Mais suivant notre construction, le cas d'un nom ne saurait être marqué distinctement dans une phrase qu'à l'aide de la suite naturelle de la construction et par le rang que le mot y tient. Par exemple, on dit le père à l'accusatif ainsi qu'au nominatif. Si je mets le père avant le verbe, quand il est à l'accusatif, ma phrase devient un gallimatia. Nous sommes donc astreints sous peine d'être inintelligibles à mettre le mot qui doit être reconnu pour le nominatif du verbe le premier, ensuite le verbe et puis le nom qui est à l'accusatif. Ainsi, ce sont les règles de la construction et non pas les principes de l'harmonie qui décident de l'arrangement des mots dans une phrase française. Les inversions peuvent bien avoir lieu dans notre langue en certains cas, mais c'est avec deux restrictions auxquelles les latins n'étaient point assujettis. Premièrement, la langue française ne permet que l'inversion des membres d'une phrase et non l'inversion des mots qui composent ces membres. Il faut toujours que l'ordre du régime soit gardé entre ces mots, ce qui n'était pas nécessaire en latin où chaque mot pouvait être transposé. Secondement, nous exigeons de nos poètes qu'ils usent encore avec sobriété des inversions qui leur sont permises. L'inversion et les transpositions qui sont des licences en français étaient dans la langue latine l'arrangement ordinaire des mots. Cependant, les phrases françaises auraient encore plus besoin de l'inversion pour devenir harmonieuses que les phrases latines n'en avaient besoin. Une moitié des mots de notre langue est terminée par des voyelles, et de ces voyelles, le muet est la seule qui s'élide. Qu'on ne me permette ce mot contre la voyelle qui peut commencer le mot suivant. On prononce donc bien sans peine fille aimable. Mais les autres voyelles qui ne s'élident pas contre la voyelle qui commence le mot suivant amènent des rencontres de sons désagréables dans la prononciation. Ces rencontres rompent sa continuité et déconcertent son harmonie. Les expressions suivantes font ce même effet. L'amitié abandonnée, la fierté opulente, l'ennemi idolâtre. Nous sentons si bien que la collision du son de ces voyelles qui s'entrechoquent est désagréable dans la prononciation que les règles de notre poésie défendent aujourd'hui la combinaison de pareils mots.